Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne On s'en fout où l'on partage nos avis sans se juger. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir comme à chaque fois Mustang, notre philosophe des temps modernes un peu. Comment allez-vous? Bonjour Alexandra, très bien et vous? Ça va, super, merci. Alors comme à notre habitude, vous ne connaissez pas le sujet de cette émission et vous allez le découvrir en même temps que nos abonnés. Nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, souvent sans même que nous nous en rendions compte, et c'est la productivité. Alors entre les to-do list interminables et les outils qui promettent de nous rendre plus performants, il semble que nous passions notre vie à chercher à toujours vouloir faire plus. Et en résumé, il s'agit de maximiser nos résultats avec un minimum de ressources, que ça soit au travail ou même dans nos projets perso et dans nos relations. Alors si vous ne voulez rien louper de cette discussion sans filtre, restez avec nous. Mustang, si je vous dis productivité, qu'est-ce que cela vous évoque? Ah, productivité. Alors, pour moi, une définition simple de la productivité, c'est que c'est une capacité à produire de la valeur. Okay. Et plus vous êtes plus productif, plus vous créez de valeur. Et en théorie, plus vous avez un retour sur cette valeur. Et à quel point, justement, elle nous emprisonne, selon vous, ou du moins, est-ce que vous ressentez cette pression dans votre quotidien, par exemple? Bizarrement, j'avais une discussion ce matin exactement sur ce sujet. Donc, c'est ça. Donc, quand je vous avais proposé ce sujet, je me suis dit, ah, tiens, c'est rigolo. Alors, c'est un sujet extrêmement compliqué, je trouve, surtout en France. Je vais essayer de faire une dégression sur les États-Unis, qui est un système que je connais un petit peu. Et justement, là-bas, il y a la culture du résultat. Et les gens là-bas, pas tous, mais quand même, c'est plus on va dire, c'est plus, voilà, cette valeur-là du résultat est beaucoup plus forte et permet justement plus de choses, plus de résultats, et c'est pas pour eux. C'est-à-dire que les gens, aux États-Unis, c'est l'American Dream. Donc, c'est grosso modo, ça revient, si je veux, je peux, si je travaille dur, ça va forcément payer. Et regardez les statistiques, par exemple dans les années 80, le PIB par habitant, qui est une mesure, on était le deuxième pays au monde. Aujourd'hui, on est très loin. Les Américains, depuis 25 ans, depuis qu'on est dans l'euro, ont doublé leur niveau de vie, alors que nous, doublé le niveau de vie par rapport à un Français moyen. Donc c'est qu'il y a quelque chose chez eux qui fait qu'ils produisent plus. La chose qui différencie, maintenant je reviens sur le système français, moi je suis comme parlé par 2-3 valeurs, la culture du résultat, le travail dur, j'arrive à 7 heures au travail, 8 heures au travail, je pars à 22 heures. Je ne juge aucunement, c'est juste est-ce que c'est bien, c'est mal qu'ils travaillent 12 heures, 13 heures par jour? Moi, comme je l'ai dit, c'est la liberté de chacun. S'il y a des gens qui veulent travailler 7 heures, ils travaillent 7 heures. S'il y a des gens qui veulent travailler 12 heures, pourquoi on les embêterait? S'il y a des gens qui veulent faire 70 heures par semaine, pourquoi en France on interdit à 48? Bon. J'ai rencontré un jeune dernièrement qui a 28 ans, il a 2 boulots, il fait 70 heures par semaine. C'est pas légal. Mais il dit, moi je suis jeune, je vis chez mes parents, il faut que je mette de l'argent de côté, il faut que je construise ma famille à un moment donné, donc j'ai pas le choix, quoi. Je suis pas sûr qu'en France on ait ces quêtes de performance. C'est-à-dire aux États-Unis, moi je vois la quête de performance, j'ai déjà travaillé avec des Américains. Quand j'étais jeune, mon rêve c'était de travailler là-bas, je l'ai fait un petit peu, mais vraiment m'installer là-bas et tout ça.
Parce que justement, il y avait cette quête de se dire, bah, si je bosse, si je veux être le meilleur, là-bas, on va me laisser la place. C'est la mentalité qui est différente en fait. C'est ça, c'est les valeurs. Okay. C'est les systèmes de valeurs qui sont complètement différents. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose qui enferme le travail. En France, je dirais pas la productivité. C'est quoi? On est dans une société, la France est une société de code. Et aujourd'hui, dans cette société, vous prenez le code du travail, 3500, 3600 pages. Donc, tout ce que fait n'importe qui est régi dans ces 3500, 3600 pages. Je ne parle même pas des conventions collectives, qui donnent des cas particuliers en fonction des branches. Donc on rajoute encore des pages. Donc je dirais ce qui enferme aujourd'hui, c'est tous ces codes, et c'est un peu le paradoxe j'ai une autre idée qui vient en lien avec ça, c'est que votre génération à vous, elle veut casser les codes. Mais elle se trompe de code. Il y a une priorité qui est absolue, qui est moi, le moi-je. Donc, casser les codes pour ce moi-je, je ne comprends pas trop. Plus on montre, plus on donne, plus on crée de valeur, plus il y a le retour qui arrive. Et en France, votre génération, elle dit « Mais moi, ça sert à rien que je bosse plus, je ne serai pas payé plus. » Ah, dans 3 ans, dans 4 ans. La reconnaissance, je ne l'ai pas. Je pense que votre génération n'a pas tort, d'une certaine manière. Mais le combat, ce n'est pas les entreprises. Les entreprises veulent bien payer plus. Les entreprises veulent bien faire plus pour leurs collaborateurs. Mais il faut que ce soit du donnant-donnant. Et ce donnant-donnant aujourd'hui, le problème, c'est tous ces codes, toutes ces règles, qui fait qu'on est enfermé. Est-ce que vous pensez que c'est lié à des attentes peut-être professionnelles, personnelles ou voire culturelles? Alors, moi j'ai un gros problème avec les attentes. J'aime pas ce mot-là déjà. Alors, les attentes, c'est si vous voulez... en fait, pour moi, pourquoi il me pose ce problème, c'est que de ce que j'ai observé, dans notre système en France, je dis bien en France, plus on a d'attentes vis-à-vis de quelqu'un, moins il fait. Dans le milieu professionnel, en fait, le principe d'être professionnel, un vrai pro, il doit répondre aux attentes de son client. Donc il doit créer la valeur qui est attendue par son client. Donc quand vous allez manger chez McDo, Burger King, KFC, vos tacos, peu importe la marque de fast-food, vous vous attendez quand vous allez là-bas, à être servi rapidement, à payer pas trop cher. Voilà, vous avez un cahier des charges. Si ce cahier des charges n'est pas respecté, généralement vous n'êtes pas content. On a déconstruit le cadre, donc par exemple il n'y a plus de mariage. On a codifié toutes les relations à un point où, oui, le code du travail 3500. Et donc les gens, pour moi, aujourd'hui, des bêtes de productivité, j'en vois pas. Le moyen de contrer les attentes, c'est d'être dans l'action, en fonction d'un cadre. Et donc aujourd'hui, les couples ne tiennent plus. Le travail, le turnover au travail, j'ai des clients qui ont 100, 120, 130% de turnover, mais c'est pas de leur fait. Hein. Et ils ont compris que pourtant ils essayent de tout faire pour mieux payer, prendre le temps, discuter avec les collaborateurs, mieux former, mais ça n'empêche que c'est même ça empire. Donc c'est qu'aujourd'hui, il y a un déficit de liberté en fait. Et pourquoi il est difficile cette discussion? Par peur du conflit peut-être? Par peur de la sensibilité des gens. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre système met en avant
c'est une question sociétale en fait. C'est-à-dire que quand j'avais commencé à l'expliquer dans la dernière émission de voilà, comment on apprend. Et là aujourd'hui, les valeurs sociétales qui sont importantes, c'est l'écoute, l'observation, l'empathie. Qui dit ça dit sensibilité. Et les gens ont tellement peur d'être jugés, parce que c'est-à-dire que si on écoute, si on observe et si on a de l'empathie, c'est pour éviter le non-jugement. C'est qu'on développe quelque chose, et ça, le phénomène sociétal, il ne faut pas juger les gens, bah, ça paralyse. Et est-ce que vous pensez justement qu'on confond valeur personnelle et la quantité de choses accomplies? Est-ce que c'est un curseur qui peut être pris en compte, ça aussi? Il y a un décalage entre ce que sont les valeurs de productivité et les valeurs personnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de match. Ouais, et comment remédier à ce décalage? Je vous l'ai dit, c'est de constater que ce qu'on a commencé à faire, c'est de regarder, moi j'appelle ça un peu le Rubik's Cube, et de voir les couleurs qui ne sont pas alignées, donc il faut bouger, trifouiller, jusqu'à temps de réaligner des choses. Mais d'un point de vue, ça peut que être fait d'un point de vue individuel, déjà d'une, parce que c'est bien ça le problème. Parce que ce Rubik's Cube peut être fait moi en correspondance là où je suis. Donc moi je dois faire bouger des choses pour être en correspondance avec les valeurs de productivité de là où je travaille. Donc ça demande une capacité d'adaptation. Ça pareil, l'adaptation dans une société, comme on a tout sécurisé, on a tout codifié, on n'a pas besoin de s'adapter. On risque pas de mourir. Normalement, quand on arrête dans une entreprise, on se fait licencier, ou on est chef d'entreprise, sa société elle dépose le bilan, c'est une petite mort quand même. Dans la tête des gens, non. Pour être bien dans la vie, il faut faire correspondre ses valeurs au système où on est. C'est ce qu'essayent de faire vos générations. Ça marche pas du tout. Donc c'est que votre génération, et moi je suis passé par là, j'ai eu cette période-là où je me posais la question justement de la correspondance entre mes valeurs et les valeurs du système, et donc c'est normal. Mais tout de même, il faut quand même avancer dans la vie. Pour de la productivité, il faut de la compétition. La compétition avec les autres ou avec soi? Oui, avec les autres. C'est un moteur. Et aujourd'hui, on a un système pour éviter la sensibilité des gens, on ne peut pas être en compétition. Par exemple, je suis étonné, il y a des métiers qui sont saturés, le marketing ou les ressources humaines. Il faut se rendre compte que quand quelqu'un postule à une annonce de ressources humaines, il y a 250 personnes. Quand je discute avec des gens qui veulent travailler dans ces métiers, vous êtes en concurrence avec 250 personnes. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et celui-là qui va être sélectionné? Et là, la réponse, c'est « ah bon ». C'est-à-dire qu'on a retiré dans notre système cette valeur de compétition. Et dans quel sens on pourrait justement augmenter cette compétition dans notre société? La question individuelle que je dois me poser, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cette place? Et donc, toi, je dois déjà me dire que je suis en compétition avec des gens qui veulent la même place. On a déjà eu cette discussion où vous voulez être journaliste, avec l'IA, avec tout ce qui va arriver dans les 20-30 prochaines années, vous avez le cursus traditionnel qui va être de plus en plus dur. Il y a une nouvelle économie on va dire, de l'information décentralisée, et qui va dépendre de votre capacité à vous de faire du journalisme. Et est-ce qu'il y a de la compétition? À un moment donné, il y aura de la compétition. Parce que je ne suis pas sûr que toutes les chaînes YouTube, TikTok et tout ça vont réussir. Je pense qu'il y en a peut-être 2, 3, 4, 5%. Donc c'est comment je fais pour être dans les 2, 3, 4, 5%. Après, quand on atteint ce niveau-là, c'est plus la compétition le sujet. C'est normalement, j'ai ma communauté, je sais ce que je dis, je sais ce que...
va dire que ça tourne, la machine tourne. Et dans votre quotidien, justement, est-ce que vous ressentez cette pression d'être toujours productif dans votre cas, même quand vous ne faites rien? Ça dépend déjà de quel statut on a, quelle place on a dans l'entreprise où on travaille, quel statut, quelle place, qu'est-ce que vous savez faire. Moi j'ai été élevé, on m'a toujours dit, il faut, demain il y a quelqu'un qui part, tu n'es dépendant de personne, il faut savoir tout faire. Voilà. Donc, moi j'ai des compétences en comptabilité, j'ai des compétences en économie, j'ai des compétences en commercial, j'ai des compétences en organisation, même si c'est pas le truc que j'aime le plus, pas ma grande force, mais je n'ai pas le choix. En informatique, j'essaye d'apprendre. Ça, c'est dur. Mais on m'a appris à être dépendant de personne. Voilà. Donc, d'où toujours mon envie d'être libre. Parce que quand on dépend de personne, on est libre. Il y a juste une dépendance qu'on choisit. Tout de même, j'aime bien cette phrase, c'est la seule dépendance, en tout cas ce que j'ai retenu qu'on choisit, c'est sa femme. Alors, hormis celle-là, tout le reste, il faut être indépendant. Et les applications, les méthodes de gestion, on en a parlé tout à l'heure, comme les to-do list, tous ces outils sont censés nous aider à être plus productifs, à l'améliorer, mais est-ce qu'ils ne finissent pas par nous enchaîner encore plus à cette quête de performance? J'ai essayé d'avoir les to-do list, ça marche jamais. Bon, en tout cas, ça marche pas. Je pense que de mon expérience dans le travail, c'est là où votre génération elle est intéressante, c'est-à-dire que la quête de savoir qui on est importante. La to-do list, pour moi, par expérience, comme je le disais, ça dépend des personnes. Ok, c'est le degré d'organisation un peu. Il y a des gens, c'est un autre modèle de psychologie que j'utilise, qui s'appelle ProcessCom, qui est un outil de coaching, et qui explique qu'il y a 6 types de personnalités. On a une dominante, on a tous les 6 types de personnalités, mais on a une dominante. Et là, vous allez sûrement reconnaître le profil que je vais dire. Le profil soit parfait. Il faut que ce soit organisé, toujours à l'heure, structuré nickel. Donc, une to-do list pour ce type de personne, ça me semble bien. Même ça lui fait plaisir de rayer chaque ligne, voilà, c'est le profil. Plus il y a de variété de profils, plus il y a une capacité, quand il y a un gros problème, à pouvoir amortir ce problème. Plus on prend des profils qui nous ressemblent, plus on va aller vite à un moment donné. On dit souvent que le temps libre est une forme de luxe. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je vais mettre les pieds dans le plat, ça n'existe pas le temps libre. D'un point de vue philosophique, moi c'est ma philosophie à moi, la vie c'est choisir ses contraintes. Donc, vous voulez être salarié, vous choisissez les contraintes d'un salarié. Vous ne pouvez pas vous plaindre des contraintes des salariés, vous avez choisi, c'est votre choix. Vous voulez être fonctionnaire, vous ne pouvez pas vous plaindre des contraintes. C'est les règles. La seule liberté que nous avons, c'est de choisir ses contraintes. Si vous ne bossez pas aujourd'hui, vous ne faites pas vos études et vous restez à la maison, vous choisissez indirectement de ne pas être journaliste. Donc vous avez choisi la contrainte, le minimum de contraintes, vous préférez rester à la maison. Est-ce que dans ce sens-là, en fait, est-ce que ces choix ne viennent pas entraver justement la productivité dans un domaine en particulier, par exemple? Si, parce que les gens s'inventent des faux problèmes. Donc, alors que la seule chose qu'ils devraient penser, c'est quelle contrainte je choisis. Tout est autour du choix finalement. Toujours pareil. C'est la responsabilité, voilà, c'est mon propos, c'est les choix que je fais et qui créent la réalité que je veux. Aristote disait que l'oisiveté est nécessaire pour réfléchir et être créatif.
Vous, est-ce que vous voyez une place pour ça dans notre société actuelle? Alors, c'est encore un paradoxe, c'est que la société de demain, ce sera une société de créatifs. Okay. Elle est déjà aujourd'hui, mais encore plus demain. De quoi? De par les intelligences artificielles ou... Bah oui, parce que quand vous en fait, ceux qui sont bons dans l'IA, moi j'estime pas être excellent dans l'IA, mais j'estime être plutôt bon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont exceptionnellement bons avec cet outil. Moi je suis juste simplement bon. Tout ce que je fais avec l'IA part de l'idée. Donc, avoir du temps pour réfléchir, pour avoir des idées. Vous êtes dans le processus de création. Donc, l'oisiveté dans ce cadre-là, c'est plutôt une forme de travail. C'est plutôt une forme de productivité. Je vous donne un exemple. Je travaille avec mon frère sur un projet, et lui, il est plutôt développeur. Et il me propose son truc. Et bon, c'est la V1, et je lui dis, bah tiens, il y a un point qui serait intéressant de travailler. Il me dit oui, il m'a tout présenté. Et ça m'a fait réfléchir, donc il était dans son processus, il a créé quelque chose, il me présente son truc, ça m'a fait réfléchir, et je lui dis, tiens, ce serait bien que tu fasses ça. Il me dit, ouais, c'est une super idée pour la V2. Donc, prendre le temps avec mon frère pour travailler ce sujet, et qui me présente son truc, ça active le processus créatif. Et ça, demain, ça va être l'essentiel, ça va être de toute façon, ça va être l'économie de demain. Mais comment être plus créatif demain si on est moins productif aujourd'hui? Ça dépend de votre métier. Okay. Quand c'est un métier, je sais pas, vous travaillez dans la restauration, là, il n'y a pas besoin d'une grande créativité. On vous demande de préparer une recette. Donc là, il n'y a pas besoin de créativité. Il y a besoin de respecter les process, arriver à l'heure, être présent et respecter les process. Vous avez plutôt un boulot de bureau, de marketing, journalisme. Là, le processus créatif doit être un peu plus important. Chacun a ses astuces justement pour ne pas se laisser envahir par les quêtes de productivité. Donc comme on a parlé des to-do list avant, quels sont les vôtres justement, vu que vous avez un peu plus de mal avec ça, et comment vous arrivez à trouver un équilibre? Alors moi, mon équilibre, c'est ma femme. C'est-à-dire que c'est mon point de repère. Okay. Voilà. Je pense que la famille est le point de repère. Si vous voulez rester au milieu, bon, vous n'avez pas besoin d'avoir une grande productivité. Hein. Si vous voulez être dans les 2%, il faut avoir une très grosse productivité. Donc ça dépend de votre choix. Moi, je dirais que moi, je vise les 5 à 10%. Et est-ce que vous avez des idées justement pour être plus productif? Généralement, comme je l'ai dit, c'est que vous devez jongler entre les différents codes qui vous sont imposés, et qui ont différentes contraintes. Donc, c'est qu'est-ce que vous faut analyser ces contraintes. Par exemple, j'ai vu hier au bureau qu'il y avait un problème d'organisation. Où je demande peut-être trop de tâches à mes collaborateurs. Enfin, mon observation, c'est comme ça que je l'interprète. J'ai posé une question à une de mes collaboratrices qui m'a dit, qui elle n'a pas de problème, elle arrive à s'autogérer, mais il y en a pour certains, c'est un peu plus dur. Donc j'ai décidé de prendre une personne dans l'équipe qui va s'occuper de cadrer le travail de tout le monde, pour qu'il puisse se concentrer sur 2 ou 3 tâches maximum. Donc, c'est une question de... Là, je pense qu'on va augmenter la productivité. C'est aussi, par exemple, je pense, cette collaboratrice qui arrive à s'autogérer. Et je pense qu'elle arrive à s'autogérer parce que, justement, elle veut avancer dans la vie. Qu'elle sait que si elle a des résultats, la performance, voilà, moi, je remarque tout ça.
que j'ai même dit, je sais que je vais vous poser des questions, ça ne vous regarde pas, parce que moi je vous entends, vous n'arrêtez pas d'appeler, vous n'arrêtez pas de faire tout ce que je vous demande, c'est fait nickel carré. Je n'ai pas besoin voilà, c'est pas pour vous, mais je veux juste votre avis d'observation par rapport à vos collègues. Et elle m'a dit, oui, vous avez raison, monsieur, vous avez fait une bonne analyse. Donc maintenant, il faut prendre des décisions pour améliorer la productivité de chacun. Donc c'est généralement une question d'organisation. Et d'organisation et de qui vous avez en face de vous. Alors, cette personne elle y arrive, mais d'autres n'y arrivent peut-être pas. Et donc c'est d'avoir une structure adaptable aux fonctions aussi de qui on a aujourd'hui. C'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Il y a 20 ans, ça, on ne travaillait pas comme ça. Je me souviens de montrer le boulot, on s'en foutait complètement de... Soit tu respectais le cadre, soit tu respectais pas le cadre. Mais on était moins normés, il y avait moins de problèmes à l'époque. Il y avait moins les transports en commun, ça marchait, tout le monde était à l'heure, tout le monde était présent. C'était une question d'honneur. J'avais gagné notre émission, l'honneur aujourd'hui a disparu. Donc aussi un moyen d'être productif, c'est aussi une question d'honneur. Être occupé, c'est souvent perçu comme une marque de succès, mais est-ce vraiment valorisant ou c'est juste une source de stress supplémentaire? Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes occupé. Déjà d'une. Et de deux, de mon observation, les gens qui sont occupés, c'est le best-brouf. Comme les gens ont du mal à s'organiser aujourd'hui, de mon observation, je vais parler de mon entreprise, c'est de l'autogestion. Si l'autogestion ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que dans le système, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, mais j'avais par exemple un rendez-vous ce matin, j'avais pris rendez-vous avec une banque, il devait m'appeler à 11h. La personne qui a pris le rendez-vous avait dit en présentiel, et lui il m'appelle à 11h20. Sauf que moi j'avais prévu 15 minutes d'appel et que je pouvais pas... Voilà, pas payé. Donc j'ai dit rappelez-moi cet après-midi. Excusez-moi, j'étais en réunion, je sais pas quoi. Donc aujourd'hui, être occupé, c'est pour moi, c'est le laisse-bouffe, c'est une excuse. Vous pensez que... Enfin, vous direz que la société valorise peut-être trop ceux qui sont occupés? On aime bien se dire occupé en France. Par exemple, on a un contrat de travail qui dit qu'on finit à 17h30. Et en France, on aime bien partir à 18h. Ouais, en faire plus. Voilà. Mais généralement, ce temps d'une demi-heure, c'est du très mauvais travail. Parce que c'est une règle systémique qui dit qu'il faut faire un petit peu plus, pour montrer. Mais en fin de compte, la personne n'y croit pas. Et donc ils font rien. Une autre notion aussi qui rentre en compte, c'est l'ennui. Est-ce que l'ennui, ça ne nous pousserait pas à être plus productif? Ah là là, quelle bonne question. Je comprends pas cette notion d'ennui. Je vois, j'ai des petits frères, j'ai des neveux, je m'ennuie. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent à la PlayStation. Il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. Vous prenez votre ordi, vous vous formez à ChatGPT. Qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui? Alors j'ai 16 ans, peut-être je crée rien d'important. Mais aujourd'hui, on est dans une société où l'économie de demain, c'est la créativité. Je vais parler de mon petit frère que j'ai engueulé, il a des compétences commerciales. Et je lui ai dit, mais avec 100 €, tu peux te faire 100 € par mois. Toi, t'es avec tes copains et tout, avec les gens que tu connais, là, juste déjà pour te lancer. Ouais, j'ai la flemme. Et le bonheur là-dedans, est-ce que dans cette productivité, le fait de l'être, ça nous permet d'être plus heureux? Si on parle de bonheur, c'est que c'est le principe de la vie, c'est des oscillations. Il y a des oscillations entre du bonheur, du neutre et malheureux. Est-ce que dans la productivité, il peut y avoir du bonheur? Je crois pas. Moi, j'associe pas ça au bonheur.
Moi j'étais commercial, chaque fois que je faisais une vente, j'étais satisfait. Mais c'était pas du bonheur. J'étais satisfait de l'effort, du travail, de comment j'ai construit ma vente, de ce que j'ai appris. Le bonheur, c'est un peu extérieur, ça vous tombe dessus, quoi. Donc, par exemple, la naissance de votre enfant. On s'y attend pas, il y a quelque chose qui se passe. Ah. Et après, moi j'aime bien plutôt le principe d'extase, qui est plutôt qui est un objectif qui est atteignable, mais très dur. Imaginons qu'on arrête tous de valoriser la productivité. Qu'est-ce qui changerait dans nos vies? En fait, il ne faudrait pas valoriser la productivité. Je ne pense pas que ce soit le plus important, c'est valoriser. Le plus important, c'est valoriser la création de valeur. Je vais prendre l'exemple des joueurs de foot. Les joueurs de foot, pourquoi ils sont bien payés? Eh bien parce qu'ils créent de la valeur. Ça fait venir les gens dans les stades, ça fait acheter des maillots, ça occupe, ça fait des discussions entre copains, ça fait des moments d'émotion. Donc ces gens-là sont créateurs de beaucoup de valeur. Aussi, ils sont créateurs de, par exemple, comme l'Arabie Saoudite qui a recruté Cristiano Ronaldo, ça crée de l'image. Ça crée une image positive. Et donc, toute cette création de valeur se répercute sur un salaire. Quand vous avez Ronaldo qui gagne 200 millions de dollars en Arabie Saoudite, donc c'est pas une question de productivité, c'est une question de est-ce qu'il crée de la valeur? Et lui, il en crée beaucoup. Et aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on ne sait pas créer de la valeur. La création de valeur, elle est sur des moments, sur un produit qui est rapide à manger. Et donc, voilà, je dirais que le point important, c'est la création de valeur. Et je sais pourquoi aussi, en partie, on n'aime pas ce mot-là en France. C'est qu'il faut accepter qu'il y ait destruction. C'est-à-dire que pour qu'il y ait création de valeur, donc création de, voilà, si on va dire d'une certaine productivité, si on fait le lien, mais si c'est pas un bon lien, je trouve, il faut accepter qu'il y ait des entreprises qui disparaissent, qu'il y ait des produits qui disparaissent. Et ça, en France, on n'accepte pas du tout. Il faut accepter aussi que dans les entreprises, qu'il y ait des gens qui rentrent et qui sortent, alors pas 120% de turnover, parce que là, c'est un gros problème, ça, mais qu'il y ait 10 à 20% des gens qui sortent chaque année de l'entreprise, et qu'il y en a 10 à 20% qui rentrent, il y a une création, il y a une destruction de valeur qu'apportaient ces gens-là, mais une création d'une nouvelle qui arrive, et qui renouvelle, et qui fait que les entreprises fonctionnent mieux. L'objectif, c'est que le système soit toujours en mouvement, soit toujours vivant. Et qu'il y ait cette destruction pour qu'il y ait une autre création. Et c'est pour revenir aussi aux idées. Les idées sont destructrices. Là, il y a eu DeepSeek, l'IA chinoise qui est sortie, qui a fait perdre, 10-15% à la bourse américaine. Donc, création d'un nouveau produit. C'est à discuter si c'est un nouveau produit. En tout cas, une nouvelle manière. C'est une IA qui semblerait coûter beaucoup moins cher. Moi, j'en connais une qui a coûté beaucoup moins cher, Mistral AI, qui est français, a coûté aussi beaucoup moins cher encore à être... alors, elle est un peu moins performante que ChatGPT, mais c'est tout à fait honorable par rapport à un investissement qui a été fait dessus, et c'est une IA française. Pour revenir à la création, à la destruction et la création, c'est qu'il y a une nouvelle méthode créative qui a été faite, qui a coûté beaucoup moins cher et qui a détruit 10-15% de la bourse américaine pendant un temps. Et donc,
on revient au système de se dire, par exemple, les actions qui sont sur l'IA sont surcotées de manière astronomique. Et les gens se disent que, comme le cerveau est fait comme ça, moins d'efforts, ils veulent des rentes. L'immobilier, par exemple, en France, dans la tête des gens, c'est une rente. S'il n'y a pas d'effort, ça ne demande rien, ça ne demande pas de... Ça ne rien, j'encaisse sans faire d'effort. L'IA, pareil, aux États-Unis, c'est pareil. Là, on a vu que y a un petit grain de sable, boum. Et donc, pour revenir aussi à cette notion d'équilibre avec, comme on a discuté il y a quelques minutes, ça revient pareil. Là, il y a plus, moins, plus, moins, plus, moins. Il faut se... Comment ? Il y a sur une balance, finalement. C'est ça. Et ça s'appelle justement la vie. Et bien pour finir, Mustang, si vous deviez justement résumer en 3 mots ce que ça veut dire vivre bien, vous diriez quoi? En 3 mots, c'est impossible. Le sujet, c'était la productivité. Donc vivre bien, vivre bien. Là, la définition actuelle de la société française, c'est vivre bien, c'est répondre à mes besoins, à tous mes besoins. Donc si je réponds à tous mes besoins, donc c'est bien, parce que j'apprends à répondre à mes besoins, c'est un apprentissage qui est nécessaire, mais est-ce qu'on peut vivre en société qu'en répondant qu'à ses besoins? Pour être bien? Non, pareil toujours. Il y a d'autres paramètres où il faut être en équilibre. Si je pense qu'à moi et que je ne pense pas aux autres, ça crée un déséquilibre. C'est-à-dire que c'est un va-et-vient. Il y a, par exemple, le genou. C'est ce qui relie la jambe et qui nous fait marcher. S'il n'y a que le jeu, on ne peut plus marcher. Donc c'est pour ça qu'il y a le genou. Le jeu, nous. Donc c'est le va-et-vient entre le jeu et nous. Donc l'équilibre entre moi, ce que j'ai besoin, et ce que la société et les autres ont besoin. Et que je fais partie de cet écosystème. Donc il y a le réapprentissage du nous qui doit être important. Et moi, pour se porter bien, je dirais que il faut pas s'ennuyer. Si je m'ennuie pas, c'est que je vais bien. En tout cas, parce que moi, mon cerveau me dit qu'il faut que je sois responsable. Pour moi, c'est la responsabilité individuelle. Donc c'est moi, je dois faire des choses pour moi et pour les autres. Aujourd'hui, dans votre génération, je l'ai déjà dit peut-être plusieurs fois dans l'émission, si vous travaillez pour quelqu'un, il y a un échange qui est fait. Mais ça ne répond pas à votre question, c'est de se porter bien. Mais je pense que ça peut être créateur de se porter bien. Parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre, on revient à la balance, il faut qu'il y ait un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Tout en sachant une chose, que quand on est jeune, on doit donner plus que recevoir dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on crée un déséquilibre pour avoir l'équilibre. Donc, pour se porter bien, il faut faire des choses, il faut créer. La créativité, c'est la création de valeur de demain. Donc il faut créer, il faut apprendre à créer tout de suite. Merci Mustang pour cette discussion enrichissante. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous. Et peut-être qu'on est un peu des machines finalement, ou peut-être pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est important de prendre le temps de réfléchir et de prendre soin de soi. C'est essentiel. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi notre vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, à liker et surtout à vous abonner. C'est important pour ne louper aucune vidéo. Voilà, c'est ça, mettre des likes. Et puis on se retrouve la prochaine fois.